À l'ouverture de notre restaurant, mon père m'a ordonné de rester en cuisine, ma sœur étant chargée des investisseurs. J'ai retiré mon tablier et je suis parti. 10 minutes plus tard, l'investisseur annonçait ma démission, après m'avoir vu partir, avant de déchirer son chèque de 5 millions de dollars. Je m'appelle Sienna Enright et j'ai 31 ans. En ce moment même, mon père se tient dans l'encadrement de la porte de la cuisine du restaurant que j'ai mis 14 mois à construire, me disant de rester caché pendant que ma sœur sort pour charmer l'investisseur qui a pris l'avion jusqu'ici pour moi. Reste dans la cuisine. Ta sœur s'occupe des investisseurs VIP ce soir. C'est ce qu'il a dit. Comme si j'étais la petite main. Comme si mon nom n'était pas sur le dossier de présentation, pitch deck. Il s'est servi de mon nom pour amener cet homme ici. Dans 10 minutes, j'enlèverai ce tablier, je sortirai par la porte de derrière et je partirai en voiture. Et ensuite, l'investisseur principal, celui dont ma famille ignore qu'il sait déjà exactement qui je suis, se lèvera dans la salle à manger et déchirera un chèque de 5 millions de dollars en morceaux juste devant eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière, au jour où mon père a appelé et m'a fait la promesse qui allait tout gâcher. Il y a 14 mois. Je me tiens au pas d'une cuisine étoilée au guide Michelin à Chicago, en train de dresser un magret de canard à 40 $, quand mon téléphone vibre. Papa. Gerald Enright n'appelle pas. Gerald Enright envoie des textos d'une ligne. Appelle ta mère, ou, quand viens-tu nous voir? Et il s'attend à ce qu'on obéisse. Alors, quand je vois son nom sur mon écran à 21h un mardi, j'entre dans la chambre froide et je réponds. Sa voix est différente, plus douce, le genre de douceur qu'il utilisait quand j'avais 8 ans. Et qu'il voulait que j'arrête de pleurer après m'avoir dit que la cuisine était un travail de service, pas une carrière. Sienna, j'ai réfléchi à ce que tu as construit là-bas. Ton talent, c'est du sérieux. Je suis fier de toi. Je ne dis rien pendant 4 secondes. Le compresseur bourdonne au-dessus de moi. J'ouvre un restaurant, continue-t-il. De la gastronomie, de la ferme à la table, de retour à la maison, et je veux que tu diriges la cuisine. Chef cuisinière, copropriétaire, 40%. Ton nom surtout. Je m'appuie contre une étagère de récipients étiquetés. Le froid transperce ma veste de cuisine. Tu avais dit que la cuisine était un gaspillage de mon éducation. J'avais tort. 3 mots que je ne l'avais jamais entendu aligner en 31 ans. Il parle pendant 20 minutes. Il décrit l'espace. Une ancienne usine textile sur River Street. De haut plafond, des briques apparentes. Il décrit le concept, de saison, local, le genre d'endroit où les gens font 1 heure de route pour venir manger. Il décrit l'aspect familial, lui s'occupant du côté commercial, moi du côté créatif, un véritable héritage Enright. J'avais passé 8 ans à prouver que je n'avais pas besoin de son approbation. Un coup de fil et j'avais de nouveau 18 ans, attendant qu'il dise qu'il était fier. J'ai dit oui avant de raccrocher. J'ai donné ma démission au restaurant le lendemain matin. Je suis retourné à Mill-Haven en mars. Population 12 000 habitants, un seul feu de signalisation sur Main Street. Le genre de ville où le « dîner » ferme à 19h et où le pompiste connaît le nom de jeune fille de votre mère. L'espace de l'usine est magnifique. Papa avait raison sur ce point. Des plafonds de 14 pieds, des poutres en pin d'origine, assez de place pour une salle à manger de 60 couverts, et une cuisine ouverte qui permet aux clients de regarder la brigade travailler. J'en tombe amoureuse le premier après-midi. Ensuite, le vrai travail commence. Je passe 3 mois à concevoir le menu. Je teste 211 recettes. Je m'approvisionne pour chaque protéine auprès de fermes situées dans un rayon de 90 miles. Je noue des relations avec un producteur de fromage de chèvre à Harwick et un ramasseur de champignons à Pinolo qui m'envoie un texto à 5h du matin quand les girolles arrivent. J'embauche et je forme personnellement l'équipe de cuisine. Tommy Gallagher, 28 ans, un peu brut de décoffrage, un palais brillant, arrive comme sous-chef. Il était commis de préparation dans la cuisine de banquet d'un hôtel quand je l'ai trouvé. Personne d'autre ne lui a donné sa chance. Moi, si. Il me l'a rendu en travaillant plus dur que tous ceux que j'ai jamais dirigés. Papa s'occupe du bail, des permis, du comptable, de l'avocat. Je ne pose pas de questions. Il gère les affaires. Je gère la nourriture. C'est le marché. 4 mois avant l'ouverture, ma sœur Blé débarque.
Elle a 27 ans, vient de terminer un diplôme en marketing qu'elle a mis 5 ans à obtenir. Et elle entre en portant un appareil photo et annonce qu'elle est la responsable de la marque, brand manager. Je la regarde photographier une assiette que j'ai mis 6 heures à développer et la poster sur un compte Instagram qu'elle a créé le matin même. Elle légende, construire quelque chose de beau. Restez à l'écoute. Personne ne me demande si je veux une responsable de la marque. Personne ne me demande si je veux que Blé soit impliqué d'une quelconque manière. Elle est juste là. Et papa lui sourit plus largement en un après-midi qu'à moi en 4 mois. Chaque sauce, chaque assiette, chaque embauche. C'était moi. J'ai juste supposé que la paperasse suivrait. Le truc avec Blé, c'est qu'elle n'a jamais caché son désir de s'approprier les mérites. Au lycée, elle a présenté un projet d'expo science que notre cousin avait construit et a accepté le ruban sans sourciller. À l'université, elle a indiqué consultante en restauration sur son LinkedIn 2 semaines après être arrivée ici. Mais ce qui me dérange, ce ne sont pas les posts Instagram. Ce sont les réunions. Elle commence à assister aux réunions avec les fournisseurs. Elle se présente à notre fournisseur de linge de maison comme cofondatrice. Elle serre la main du distributeur de vin et dit « C'est moi qui prends les décisions créatives. Je prends papa à part après la 2e fois que ça arrive. » Elle dit aux gens qu'elle est cofondatrice. Il balaie la remarque de la main. Blé est doué avec les gens. Tu es doué avec la nourriture. Chacun joue sur ses points forts. Papa, elle s'attribue le mérite du menu. Elle ne connaît pas la différence entre un beurre blanc et une béarnaise. Ne sois pas jalouse de ta sœur, Sienna. C'est inconvenant. Je me tiens là, dans la cuisine que j'ai conçue, tenant une liste de préparations que j'ai écrite à 4 heures du matin. Et mon père me dit que je suis jalouse. Ce soir-là, Blé me coince dans la chambre froide. Elle a ce sourire, celui qu'elle utilise quand elle veut vous faire croire qu'elle est gentille. Écoute, sœurette, tu es le talent. Je suis le visage. C'est comme ça que fonctionnent les affaires. Plus vite tu l'accepteras, plus tout se passera bien. Je le dis à maman. Judith Enright, 58 ans, mariée à Gérald depuis 35 ans, n'a jamais remis en question une seule décision financière qu'il a prise. Elle écoute. Elle hoche la tête. Puis elle dit, tu devrais être contente que toute la famille soit impliquée. Tout le monde n'a pas cette chance. Je raccroche et je m'assois par terre dans mon appartement pendant un moment. Je n'ai jamais été invité à une seule réunion avec l'avocat ou le comptable. Pas une seule fois en 14 mois. Et je n'ai pas insisté pour l'être. C'est de ma faute. Tommy est le genre de personne qui remarque les choses et les dit à voix haute, que vous le vouliez ou non. Nous nettoyons la station après un dîner test, le 5e de ce mois-ci. Et il récure la plancha avec ce silence concentré. Cela signifie qu'il est sur le point de dire quelque chose que je ne vais pas apprécier. Chef, je peux vous demander quelque chose? Vas-y, j'ai fait les registres d'inventaire pour le bureau, je classais des trucs, et j'ai vu pas mal de documents dans ce classeur, le bail, les contrats des fournisseurs, la paperasse d'assurance. Je gratte une plaque de cuisson et j'attends. Votre nom n'est sur aucun d'entre eux. Je m'arrête de gratter. Quoi? Chaque document que j'ai vu liste Gérald Enright et Blé Enright. Votre nom n'apparaît nulle part. La plancha grésille là où une goutte d'eau la touche. Je fixe le mur derrière la hotte. Papa n'a probablement pas encore fini la paperasse. Il fait tout par l'intermédiaire de la SARL. Il y a une procédure. Tommy hoche la tête, mais il n'a pas l'air convaincu. Bien sûr, sûrement juste une question de timing. Il finit la plancha? Je finis les plaques. Nous travaillons en silence pendant 10 minutes. Puis, alors qu'il accroche son tablier, il le dit doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. Vous devriez peut-être demander qui a signé la police d'assurance, parce que j'ai vu la demande sur le bureau et elle ne liste que 2 noms. Il part. Je reste seul dans la cuisine. Le ventilateur d'extraction bourdonne au-dessus de ma tête. Quelque part dans la salle à manger, Blé rit de quelque chose sur son téléphone. Je me dis que c'est un retard administratif. Je me dis que papa a dit qu'il s'occuperait du côté commercial et qu'il s'en occupe. Je me dis beaucoup de choses cette nuit-là. Je ne dors pas bien. 3 semaines avant l'ouverture, la réalité entre en portant un polo et en tenant un porte-bloc.
Son nom est Dal quelque chose, un agent d'assurance du comté voisin. Il a besoin de signatures sur la police de responsabilité civile de l'entreprise. La loi de l'État l'exige avant que nous ne puissions servir la moindre assiette au public. J'ai juste besoin que tous les propriétaires listés signent ici et ici. Il étale les formulaires sur le pupitre d'accueil et clique sur son stylo. Je prends la première page. Sous propriétaire membre de la SARL, 2 noms sont imprimés en lettres majuscules nettes. Gérald Enright 60%, Blé Enright 40%. C'est tout. C'est toute la liste. Je la lis à nouveau. Je la lis une 3e fois. Mon nom n'est pas mal orthographié. Il n'est pas sur la page suivante. Il n'est nulle part. Excusez-moi, dis-je à Dal. Où est l'accord d'exploitation? Le dépôt de la SARL. Il sort un paquet agrafé de son dossier. Juste ici. Déposé il y a 6 mois. 6 mois. Je tourne à la liste des membres. Gérald, Blé, 2 signatures en bas. Aucune n'est la mienne. Je regarde la date. Gérald a déposé cette SARL quand j'étais encore en train de chercher des ramasseurs de champignons à Pinoloo. Quand je testais la recette numéro 147, quand je formais Tommy à diriger le pass comme je l'avais appris à Chicago il y a 6 mois. Pendant que je construisais son restaurant de l'intérieur, mon père m'en excluait. Le minuteur de cuisine derrière moi sonne. Ça fait 11 minutes que je me tiens ici. Je le sais parce que je l'ai lancé quand j'ai pris le formulaire. La force de l'habitude. Je chronomètre tout. Dal me demande si je vais bien. Je lui rends les papiers et lui dis que je dois parler à Monsieur Enright avant que quiconque ne signe quoi que ce soit. Mes mains sont stables. Ma poitrine ne l'est pas. Je le trouve dans le bureau, la pièce de rangement convertie derrière le bar où il garde le classeur, un bureau pliant et une photo encadrée de lui serrant la main d'un commissaire du comté. Je pose l'accord de la SARL sur son bureau. Il le regarde comme si j'avais placé un animal mort devant lui. Où as-tu eu ça? L'agent d'assurance l'a apporté. Il avait besoin des signatures des propriétaires. Mon nom n'est pas dessus, papa. Il se penche en arrière, croise les bras. Tu as fouillé dans les dossiers de l'entreprise. L'agent d'assurance me les a tendus. Réponds à ma question. Pourquoi Blé est-elle listée à 40% et moi je n'y figure pas du tout? Il expire bruyamment par le nez. C'est compliqué. L'avocat a dit qu'ajouter un 3e membre ralentirait le dépôt. J'allais t'ajouter après la soirée d'ouverture. Tu as déposé ça il y a 6 mois. Ces choses prennent du temps, Sienna. Tu as eu 6 mois de temps. Sa mâchoire se crispe. J'ai vu ce regard toute ma vie. Le moment où Gérald Enright décide que vous avez dépassé les bornes. Blé gère le côté commercial. Tu gères la cuisine. Tu n'as pas besoin d'avoir ton nom sur un bout de papier pour avoir de la valeur. Tu as besoin de cuisiner. Je soulève l'accord de la SARL entre nous. Tu as utilisé mon nom pour attirer Marcus Aldridge ici, mon CV, mon palmarès en compétition, ma réputation, et tu me dis que je n'ai pas besoin de papier. Baisse d'un ton. Réponds à ma question. Il se lève. Je t'ajouterai après l'ouverture. Tu as ma parole. Ta parole a mis Blé à 40% il y a 6 mois et m'a laissé à 0. Il passe devant moi vers la porte, s'arrête, ne se retourne pas, et tu ne mentionneras rien de tout cela à l'investisseur. Tu vas tout gâcher. Il sort. La porte ne se ferme pas complètement. J'entends Blé rire dans la salle à manger. Cette nuit-là, je m'assois dans mon appartement avec un bloc-notes et je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a 14 mois. Je fais une liste. Si je reste et ne dis rien, je travaille comme employé non déclaré dans un restaurant que j'ai conçu. Mon nom sur rien, mes parts à 0, ma réputation liée à une entreprise que mon père et ma sœur contrôlent. S'ils vendent, je n'ai rien. S'ils échouent, je suis associé à l'échec. S'ils réussissent, Blé fait les interviews et je me tape la plonge. Si je pars, je perds 14 mois de travail non rémunéré. Je perds le menu que j'ai créé de toutes pièces. Je perds l'équipe que j'ai formée. Je repars à 0 à 31 ans avec des économies épuisées et un trou sur mon CV qui indique « projet familial ». Aucune des 2 colonnes ne présage rien de bon. Tommy appelle à 22 heures. On dirait qu'il est à l'extérieur. Chef,
j'ai trouvé quelque chose dans l'imprimante du bureau aujourd'hui. Je me suis dit que vous devriez voir ça. Il dépose une enveloppe Kraft à ma porte et part sans entrer. À l'intérieur se trouve un dossier de présentation, pitch deck, de 32 pages. La diapositive de couverture indique « La table des Enright, une expérience gastronomique de la ferme à la table ». En dessous du titre, une photo de moi au fourneau, ma biographie, ma place de finaliste en compétition, mon parcours de formation. Page 4, Sienna Enright, copropriétaire et chef exécutive. Je le compare au dépôt de la SARL. Le dossier de présentation dit que je possède 40%. Le document légal dit que je possède 0. Gérald a utilisé mon visage, mon nom et mes qualifications pour attirer un investissement de 5 millions de dollars. Et ensuite, il m'a évincé de la propriété comme si j'étais une photo de banque d'images qu'il avait achetée pour la brochure. Je ferme l'enveloppe. Je ne pleure pas. Je ne casse rien. Je reste juste assise là, tenant un document qui prouve que mon père a vendu à quelqu'un une version de ce restaurant qui n'existe pas. Et c'est là que je me trouvais dans mon appartement à 23 heures, tenant un dossier de présentation avec mon visage dessus et un contrat sans mon nom. Si vous avez déjà tout donné pour quelque chose et réalisé ensuite que les personnes les plus proches de vous étaient celles qui prenaient tout, vous connaissez ce sentiment. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que mon père a fait le soir de l'ouverture, c'était ça la véritable trahison. J'attrape Blé le lendemain matin. Elle est dans la salle à manger en train de réarranger des centres de table qu'elle a commandés sans me le demander, fredonnant, son téléphone posé contre un verre d'eau, enregistrant un time-lapse pour Instagram. Il faut qu'on parle. Elle ne lève pas les yeux. De quoi? Je pose le document de la SARL sur la table entre deux vases de lavande séchée. De ça. Elle y jette un coup d'œil. Ne le prends pas. Ne tressaille pas. Oh, ça. Tu savais. Bien sûr que je savais. J'ai aidé papa à le mettre en place. Le centre de table qu'elle ajuste est décalé de 3 pouces. Elle le pousse avec son ongle. Blé. Mon nom devait figurer sur ce document. Elle finit par me regarder. Son sourire est patient. Le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un qui ne comprend pas une blague. Sienna, j'ai proposé l'idée à papa. Tu es une chef. Ta place est dans la cuisine. Ma place est dans la salle du conseil. C'est comme ça. Tu as proposé l'idée. Tu es allé voir papa et tu lui as dit de m'exclure. Je lui ai dit de structurer la chose d'une manière qui a du sens. Les investisseurs ne financent pas des recettes. Ils financent des marques. Et je suis la marque. Je la dévisage. Elle me dévisage en retour. Derrière nous, la machine à expresso siffle pendant un cycle de nettoyage. Chaque photo sur ce compte Instagram est de la nourriture que j'ai préparée. Et je l'ai dressée, photographiée et postée. La création de contenu est une compétence, Sienna. Tu ne peux pas nommer 3 ingrédients du plat signature. Elle prend son téléphone et tape sur l'écran. L'enregistrement du timelapse s'arrête. Je n'ai pas besoin de nommer des ingrédients. J'ai besoin de nommer des investisseurs. Et c'est moi qui rencontre Marcus Aldridge le soir de l'ouverture, pas toi. Elle passe devant moi en portant un vase. Son parfum persiste, de la lavande et quelque chose de chimique. Je reste là, tenant un document juridique que ma propre sœur a aidé à rédiger pour m'effacer. Je me rends en voiture chez mes parents ce soir-là. Maman est dans la cuisine de la maison, pas celle du restaurant, en train d'éplucher des pommes de terre au-dessus de l'évier. Elle épluche vers elle comme sa mère le lui a appris, ce que je ne fais jamais parce que ce n'est pas sûr. Maman, je dois te dire quelque chose. Elle continue d'éplucher. D'accord, chérie. Papa a retiré mon nom de la SARL. Je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas de part. Blé à 40% et elle a aidé à tout mettre en place. L'économe s'arrête. Elle tient une pomme de terre à moitié épluchée au-dessus de l'évier. L'eau coule sur ses jointures. Je sais. 2 mots. Elle savait depuis combien de temps. Ton père en a discuté avec moi quand il l'a déposé. Il y a 6 mois. Il a dit que c'était une décision commerciale. Il a dit que tu comprendrais un jour. Je m'assois à la table de la cuisine, la même table où j'ai mangé des céréales avant l'école pendant 18 ans,
où je leur ai dit que j'allais à l'école de cuisine, où Gérald a dit que je gâchais mon potentiel. Maman, ils utilisent mon nom sur la présentation aux investisseurs. Ils disent à Marcus Aldridge que je suis copropriétaire. C'est de la fraude. Elle pose la pomme de terre et s'essuie les mains. N'utilise pas ce mot. Ton père ne ferait rien d'illégal. Il l'a littéralement fait. Sienna, n'en fais pas toute une montagne. Ce n'est que de la paperasse. Tu fais toujours partie de la famille. La paperasse est la seule chose qui prouve mon existence dans cette entreprise, maman. Elle prit la serviette en un carré net. Si tu fais un scandale, ton père t'exclura de tout. Pas seulement du restaurant, de la famille. Voilà. Le vrai message. Reste silencieuse. Encaisse. Garde la paix. Le même message qu'elle me transmet depuis que je suis en âge d'avoir une opinion différente de celle de Gérald. Je pars sans manger les pommes de terre. Je retourne au travail le lendemain. Je ne démissionne pas parce que l'équipe que j'ai embauchée ne mérite pas d'être abandonnée 2 semaines avant l'ouverture. Tommy, nos cuisiniers à la chaîne, l'équipe de préparation, ils ont quitté d'autres emplois parce que je leur ai dit que cette cuisine serait quelque chose de spécial. Les planter la ferait de moi le même genre de personne que Gérald. Alors, je cuisine. Je finalise le menu dégustation de la soirée d'ouverture, 7 plats, chacun lié à un producteur local avec qui j'ai passé des mois à construire une relation. Je fais des exercices de service. Je calibre le temps de dressage à la seconde près. Et je regarde. Je regarde Gérald coacher Blé sur la façon de décrire le menu aux investisseurs. Elle lit des fiches dans le bureau, trébuchant sur le mot « chiffonnade » et prononçant « mise en place », comme si ça rimait avec « rice ». Gérald la corrige patiemment de la manière dont il ne m'a jamais corrigé car il n'en a jamais eu besoin. Je regarde Blé s'entraîner à faire son discours de bienvenue devant le miroir des toilettes. Elle incline la tête exactement sous le même angle à chaque répétition, testant quel côté rend le mieux en photo. Je regarde papa commander un nouveau présentoir à badge pour le personnel de salle. Il passe 40 minutes à les arranger. Le badge de Blé est centré en haut. Le mien n'est pas sur le tableau. Tommy me voit le regarder. Il ne dit rien. Il commence juste à aiguiser des couteaux à la station à côté de moi, restant prêt, travaillant en silence. Quelque chose change en moi pendant ces 2 semaines. Je ne deviens pas plus en colère. Je deviens plus lucide. Le brouillard du « papa va arranger ça » et « ça reste un projet familial » se dissipe. Et en dessous, il ne reste que le fait qu'ils ont construit un restaurant sur mon dos et mis le nom de quelqu'un d'autre sur la devanture. Je ne dis à personne ce que je pense. Je ne suis pas sûr de le savoir encore moi-même. 3 jours avant l'ouverture, Gérald organise un dîner de répétition. 30 personnes, des propriétaires d'entreprises locales, quelques membres du conseil municipal, des amis de la famille et la petite équipe que nous avons réunie. C'est censé être un essai pour la grande inauguration. Je prépare un menu d'avant-première en 5 services qui me demande 14 heures de préparation. Gérald se tient en bout de la longue table avec un verre de vin. La pièce se tait. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. Ce restaurant est un rêve pour moi depuis des années, et je suis ravi de lui donner enfin vie. Il fait une pause, sourit. Je n'aurais pas pu le faire sans ma fille, Blé, copropriétaire, et la vision créative derrière tout ce que vous allez goûter ce soir. La salle applaudit. Blé se lève et fait un petit signe de la main. Étudié, modeste, exactement comme il faut. Gérald ne prononce pas mon nom. 30 personnes mangent 7 heures de mon travail de préparation et écoutent mon père attribuer à ma sœur le mérite de la vision créative. Le fromage de chèvre vient d'une femme à qui je rends visite tous les jeudis à 6 heures du matin. Les champignons viennent d'un homme qui fait 40 minutes de route pour me rencontrer à la porte de derrière. Le canard vient d'une ferme où le propriétaire connaît ma poignée de main. Aucun d'entre eux n'entend mon nom ce soir. Blé se lève pour porter son toast. Merci à tous de soutenir ma vision. Ce restaurant a pour but de rassembler les gens et je suis honoré de diriger cette mission. Elle dit Emma 3 fois. Les applaudissements sont chaleureux. Je me tiens derrière le comptoir de préparation, toujours dans mes vêtements blancs, tenant toujours la cuillère que j'ai utilisée pour finir la dernière sauce. 2 cuisiniers à la chaîne me lancent des regards en biais. Tommy fixe ses chaussures. Après le service, Tommy s'attarde.
ça va, chef? Je détache mon tablier, le plie, le pose sur le comptoir. Je suis exactement là où il veut que je sois. Laissez-moi vous parler de Marcus Aldridge. 2 ans avant tout cela, je participe au National Rising Chef Invitational à Philadelphie. 32 chefs, 3 manches. J'atteins le carré final avant de perdre contre un spécialiste de la pâtisserie sur l'épreuve du dessert, ma catégorie la plus faible. Après la compétition, un homme en costume bleu foncé me trouve au bar de l'hôtel, cheveux gris, coupés courts, une montre chère, mais pas tapa accent grave-l'œil. Il commande un bourbon et s'assoit à un tabouret de distance. Votre confit de canard dans la deuxième manche était la meilleure assiette que j'ai vue en 15 ans en tant que juge de concours culinaire. Merci. J'ai quand même perdu. Vous avez perdu sur le dessert. Personne n'investit dans un restaurant pour la crème brûlée. Il fait glisser une carte de visite sur le bar. Marcus Aldridge. Je dirige un fonds d'investissement dans l'hôtellerie-restauration. Quand vous serez prête à ouvrir votre propre établissement, appelez-moi. J'ai gardé la carte dans mon portefeuille pendant 2 ans. Je n'ai jamais appelé. Quand papa présente le restaurant aux investisseurs, il ne sait pas que Marcus et moi nous sommes déjà rencontrés. Il ne sait pas que Marcus a accepté la réunion parce qu'il a reconnu mon nom sur le dossier de présentation. Il a reconnu mon nom sur le dossier de présentation. Il se souvenait de mon confit de canard de Philadelphie. Cette assiette et seulement cette assiette est la raison pour laquelle il a pris l'avion. Gérald pense avoir ferré un gros poisson. La vérité est plus simple et plus dévastatrice. Marcus Aldridge a fait 1200 miles jusqu'à une petite ville au milieu de nulle part pour la chef que Gérald s'apprête à cacher dans la cuisine. Je ne sais encore rien de tout cela, debout au milieu du nettoyage du dîner de répétition. Je ne l'apprendrai que plus tard, mais c'est important maintenant parce que cela explique tout ce qui se passe le soir de l'ouverture. Marcus ne vient pas pour le restaurant. Il vient pour moi. Le dossier de présentation reste sur la table de ma cuisine pendant 2 jours avant que je ne l'ouvre à nouveau. Quand je le fais, je le parcours page par page. C'est soigné. Quelqu'un a payé un designer pour la mise en page. Des polices épurées, des photographies professionnelles. Chaque image est un plat que j'ai cuisiné, dressé sur la vaisselle que j'ai sélectionnée, dans la cuisine que j'ai organisée. Page 1, la table des Enright, redéfinir la ferme à la table au cœur de l'Amérique. Page 3, ma biographie, avec mention honorifique de l'école culinaire, 3 ans comme cuisinière à la chaîne à New York. 5 ans comme sous-chef à Chicago. Finaliste du National Rising Chef Invitational. Chaque diplôme que j'ai obtenu depuis l'âge de 18 ans est présenté comme la fondation de cette entreprise. Page 4. Sienna Enright, copropriétaire à 40% et chef exécutive. Ma photo, mon plat signature, une citation qui m'est attribuée et que je n'ai jamais prononcée, je suis rentré chez moi pour construire quelque chose de durable pour ma famille et ma communauté. Page 12. Des projections financières basées sur l'hypothèse que moi, plus précisément ma réputation, j'attirerai la couverture médiatique et le tourisme gastronomique régional. Gérald a utilisé chaque partie de moi, mon visage, mon nom, mon travail, mon avenir. Il a emballé tout ça dans un document sur papier glacé de 32 pages, l'a envoyé à un homme qui fait des chèques de 5 millions de dollars, et a dit à cet homme que j'étais son associé. Puis il a retiré mon nom du seul document qui compte vraiment. Je n'ai besoin de piéger personne. Je n'ai pas besoin d'enregistrer une conversation ou d'engager un avocat ou de mettre en scène une confrontation. Le dossier de présentation et le dépôt de la SARL racontent 2 histoires différentes. L'une d'elles est un mensonge. Et la personne qui se souciera le plus de ce mensonge est l'homme qui s'apprête à faire un chèque basé sur celui-ci. Je ferme le dossier. Je le remets dans l'enveloppe. Je ne prends encore aucune décision, mais je connais les faits maintenant, et les faits suffisent. La veille de l'ouverture, je suis seul dans la cuisine à minuit. Chaque station est préparée. Les protéines sont portionnées et étiquetées. Les sauces sont réduites et en train de refroidir. Les produits agricoles sont triés par service dans des bacs codés par couleur. La chambre froide est un monument à l'organisation. 14 mois de planification réduits à des rangées soignées de récipients, chacun étiqueté de mon écriture. Je passe la main sur le comptoir en acier inoxydable. J'ai installé ce comptoir. J'ai choisi cette disposition. Le passe ici, la station des sautés là,
la station froide près de la fenêtre, pour que l'équipe du garde-manger ait la lumière naturelle le matin. Chaque décision dans cette pièce est la mienne. Je sors dans la salle à manger plongée dans l'obscurité. Les tables sont dressées pour demain. Nappe blanche, verre à pied poli, petit vase en céramique avec des fleurs sauvages que Blé a récupérées chez un fleuriste cet après-midi. Des menus imprimés sur du papier cartonné crème épais avec la table des enright en lettres en relief. Pas de nom de chef sur le menu, juste le nom du restaurant et les descriptions des plats que j'ai écrites. Près de la porte d'entrée, le présentoir de badge nominatif accroche la lueur rouge des panneaux de sortie. Le nom de Blé en haut, celui de papa en dessous. Le mien est classé sous la rubrique personnel de cuisine, 3e en partant du bas, entre Tommy Gallagher et un cuisinier à la chaîne nommé Ray. Je retourne dans la cuisine. Mon tablier est accroché au crochet près de la porte arrière. Celui que j'ai ramené de Chicago. Mon nom brodé sur la poitrine en petites lettres bleu marine. Je le décroche. Je le tiens. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai demain. Si papa me présente à Marcus, s'il m'accorde une place à la table, même petite, je resterai. Je me battrai pour la paperasse plus tard. Je le croirai une fois de plus. Mais s'il ne le fait pas. Je plie le tablier et je le mets dans mon sac, au cas où. Je verrouille la porte de derrière et je rentre chez moi. Soir d'ouverture, 18h30. Octobre. Le parking se remplit vite. Des SUV noirs, une voiture de ville aux vitres teintées. Quelques pics UPS des gens du coin qui ont reçu des invitations parce que Gérald voulait remplir les sièges. 80 invités au total. La salle à manger est pleine à craquer. J'arrive par la porte de derrière, portant ma mallette à couteau. La cuisine bourdonne déjà. Tommy fait réviser leur station au cuisinier. Il me fait un signe de tête quand j'entre. Je lui rends son signe. Nous avons fait cette danse 100 fois. À travers la fenêtre du passe-plat, je peux voir la salle à manger. Les nappes blanches brillent sous les suspensions. Un trio de jazz joue un air doux dans un coin. Le vin est servi par des serveurs en gilet noir. Gérald est à l'entrée, serrant des mains, donnant des tapes dans le dos, faisant ce qu'il fait de mieux, le spectacle. Blé est dans une robe rouge, inappropriée pour un restaurant, mais parfaite pour la caméra. Elle flotte entre les tables avec une flûte de champagne, touchant des épaules, se penchant, riant. Elle a l'air de posséder l'endroit, car sur le papier, c'est le cas. J'aperçois Marcus Aldridge à la table centrale, en costume bleu marine, sans cravate. Il étudie le menu avec la concentration tranquille de quelqu'un qui comprend vraiment ce que les mots signifient. À côté de son assiette à pain, il y a une enveloppe de couleur crème, épaisse, du genre qui contient un chèque. Une hôtesse passe devant la cuisine et je lui attrape doucement le bras. Y a-t-il un badge à mon nom sur le tableau à l'avant? Elle cligne des yeux. Je crois que vous êtes listé dans le personnel de cuisine, chef. Personnel de cuisine, la personne qui a élaboré chaque plat que Marcus Aldridge s'apprête à manger, qui a conçu le menu qu'il est en train de lire. Dont le nom et le visage sont sur le dossier de présentation qu'il a fait venir ici, placé entre le sous-chef et un cuisinier à la chaîne de 22 ans. Je noue mon tablier. Je commence à dresser les amuse-bouches, et j'attends. Gérald passe les portes de la cuisine à 19h15. Il a cette démarche, la poitrine en avant, le menton levé, la démarche d'un homme qui vient de serrer la main d'un multimillionnaire et qui sent déjà l'argent sur son compte. Il me prend à part près de la station de lavage, loin de la ligne. Tout a l'air parfait ici. Magnifique travail. Maintenant écoute, reste dans la cuisine ce soir. Ta sœur s'occupe de Marcus. Ne sors pas dans la salle à manger. Marcus est venu pour moi, papa. Il est venu pour le plan d'affaires. Son fonds investit dans des concepts portés par des chefs. Il connaît mon travail. Il a été juge à ma compétition. Le visage de Gérald se crispe. Blé va s'occuper de lui. Elle est préparée. Elle connaît le menu. Elle a mal prononcé les mises en place hier. Sienna. Sa voix descend dans ce registre. Celui qui a l'air calme mais qui signifie ne me teste pas. Tu cuisines, elle parle. C'est l'arrangement. On ne va pas le changer 20 minutes avant le premier plat. Il réajuste sa cravate. Me regarde comme il l'a toujours fait. Comme si j'étais une ressource à gérer, pas une personne à consulter.
Reste dans la cuisine. Fais ton travail. Il repousse la porte battante. Elle balance d'avant en arrière 3 fois avant de s'immobiliser. À travers la fenêtre, je le vois traverser la salle à manger et se glisser sur la chaise à côté de Marcus. Blé se penche de l'autre côté, le menu à la main, prête à expliquer des plats qu'elle n'a jamais goûtés lors de leur élaboration. La cuisine devient silencieuse, pas littéralement. Les hôtes grondent, les poêles grésillent, mais l'équipe se tait. Ils ont tout entendu. Tommy me regarde depuis la station des sautés. 2 cuisiniers fixent leurs planches à découper. Je regarde mon tablier. Je regarde la porte de derrière et quelque chose en moi devient très calme. Je regarde le tablier pendant un long moment. Peut-être 10 secondes, peut-être 30. Les lettres brodées en write commencent à s'effilocher sur les bords. J'ai porté ce tablier dans 3 cuisines de 2 villes pendant 8 ans. Il a survécu à des feux de friteuse, des services de 12 heures, et un incident très malheureux avec un couvercle de mixeur. Je dénoue les ficelles dans mon dos. La cuisine se fige complètement. Même la poêle à sauter s'arrête de grésiller. 4 paires d'yeux sont braqués sur moi. Je plie le tablier dans le sens de la longueur, puis en 3, de la même manière qu'on plie un drapeau. Je le pose sur le comptoir de préparation juste à côté de la pile de bons de commande pour le premier service. Tommy s'avance. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. La cuisine est à vous ce soir, chef. Ses yeux s'écarquillent. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je prends ma mallette à couteau sur l'étagère. Je prends mon sac au crochet près de la porte de derrière. La porte est lourde, coupe-feu, avec un noyau en acier, et elle s'ouvre avec une barre anti-panique qui fait un bruit sourd quand on la frappe. Je la pousse. L'air d'octobre frappe mon visage. Ça sent le feu de bois et l'herbe froide. Le parking est plein de voitures appartenant à des gens qui vont manger ma nourriture dans un restaurant qui ne porte pas mon nom. Je marche vers ma voiture, une Honda Civic de 12 ans avec une bosse sur le panneau arrière et un permis de stationnement d'un garage de Chicago toujours collé sur le pare-brise. Je monte dedans. Je démarre le moteur. Je ne claque pas la porte. Je ne fais pas de discours. Je ne laisse pas de mots sur le pass. Je pars, tout simplement. Mais avant de quitter le parking, je sors mon téléphone. J'ouvre mes contacts et je tape un message. Il me faut 4 brouillons pour écrire ce message. Je supprime les 3 premiers parce qu'ils ont l'air en colère, puis blessés, puis sur la défensive. Le 4e me ressemble. Monsieur Aldridge, c'est Sienna en write. Je tiens à vous informer que je ne suis pas copropriétaire de ce restaurant, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de présentation que vous avez reçu. Mon nom a été retiré de tous les documents légaux avant le dépôt. J'ai démissionné à compter de ce soir. Je vous souhaite une bonne continuation. 43 mots, pas d'accusation, pas de demande, pas de drame, juste les faits livrés par la personne dont le visage figure à la page 3 d'un document qui a menti sur son rôle. J'appuie sur envoyer. J'éteins mon téléphone. Je sors du parking. Je conduis jusqu'à la station-service sur la route 9, celle avec les lumières fluorescentes qui donnent à tout un air vaguement médical. J'achète un sandwich à la dinde dans une boîte en plastique triangulaire et une canette de ginger ale. Je mange dans le parking. Moteur allumé, chauffage en marche. À l'intérieur de ce restaurant en ce moment, 8 cuisiniers essaient d'exécuter un menu dégustation de 7 plaçant leur chef exécutive. Tommy crie les commandes depuis ma station, fonctionnant sur la mémoire musculaire et la panique. Le premier plat sort probablement correctement. Les amuse-bouches sont préparés et dressés, ils ont juste besoin d'une garniture. Mais au 3e plat, quand le timing devient serré et que les sauces doivent être ajustées à la volée, la cuisine va commencer à s'effondrer. Et dans la salle à manger, Marcus Aldridge regarde son téléphone. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ensuite parce que je n'y suis pas. Je reconstituerai l'histoire plus tard grâce à Tommy, à une serveuse qui a démissionné le lendemain, et à une blogueuse culinaire qui a posté à ce sujet avant minuit. Mais voici ce qu'on m'a dit. Voici ce qui s'est passé après que je sois parti. Dans la salle à manger, Blé est au milieu d'une phrase. Elle se tient à côté de la table de Marcus Aldridge, le menu à la main, décrivant le 2e plat, un magret de canard poêlé avec une purée de panais rôti et une réduction de Porto aux cerises.
Elle l'appelle notre création signature et attribue le profil de saveur à des mois de développement collaboratif avec notre équipe culinaire. Marcus écoute poliment, puis il pose une question. Le canard, c'est du roux ou du mulard? Blé cligne des yeux. C'est local. Local de quelle ferme? Et la réduction? Le Porto est-il un Tawny ou un Rubis? Parce que le profil d'acidité changerait l'accord avec ce Pinot. Le sourire de Blé se maintient, mais ses yeux filent vers Gérald de l'autre côté de la table. Gérald lui fait un petit signe de tête, du genre qui veut dire dis juste quelque chose avec assurance. Je devrais vérifier ces détails avec la cuisine. J'aimerais beaucoup parler directement à la chef en right. Le confit de canard qu'elle a fait lors du concours il y a 2 ans est la raison pour laquelle je suis assis ici. Gérald se penche, suave, rodé. Sienna est en cuisine en train de diriger le service en ce moment. Elle sortira après le dessert. Blé s'occupe du côté commercial. C'est avec elle que vous travaillerez. Marcus hoche la tête, prend son verre de vin, en boit une petite gorgée lente, puis son téléphone vibre. Il lit l'écran. Son visage ne change pas. Pas exactement. Sa mâchoire s'avance d'un demi-pouce. Il repose le verre. Il prend l'enveloppe de couleur crème qui est posée à côté de son assiette à pain depuis le début de la soirée et la glisse dans la poche intérieure de sa veste. Gérald regarde l'enveloppe disparaître et son sourire vacille pour la première fois ce soir. Marcus lève les yeux de son téléphone. Son regard passe de Gérald à Blé, puis revient. J'aimerais voir la chef en ride tout de suite. Gérald claque des doigts pour appeler un serveur qui passe. Allez dire à la chef en ride de sortir, s'il vous plaît. Le serveur disparaît par les portes de la cuisine. 20 secondes plus tard, il revient. Son visage a la couleur d'une pâte crue. Monsieur Enright. La chef Enright n'est pas dans la cuisine. Comment ça, elle n'est pas dans la cuisine? Elle est partie, monsieur, il y a environ 20 minutes. La salle à manger n'est pas encore silencieuse. Le trio de jazz joue toujours. Les verres tintent encore. Mais à la table centrale, le silence est total. Gérald fixe le serveur comme si le gamin venait de lui dire que le bâtiment était en feu. Blé repose sa coupe de champagne. Elle est probablement allée chercher quelque chose dans sa voiture. Tommy passe les portes de la cuisine. Il est toujours dans sa tenue blanche, un torchon sur une épaule. Il marche directement vers la table centrale et s'adresse à Marcus, pas à Gérald. La chef Enright a quitté le bâtiment à environ 19h20. Elle a démissionné. Gérald se lève. Sa chaise racle le sol. Plusieurs clients à proximité regardent dans leur direction. Elle n'a pas démissionné. Elle traverse un moment difficile. Elle va revenir. Marcus plonge la main dans sa veste et sort son téléphone. Il le lève pour que Gérald puisse voir l'écran. Je viens de recevoir un texto de Sienna. Elle dit qu'elle n'est pas copropriétaire de ce restaurant. Elle dit que son nom a été retiré de tous les documents légaux et qu'elle a démissionné. Il fait une pause, laisse les mots atterrir. Monsieur Enright, j'ai parcouru 1200 miles pour investir dans une chef de calibre Michelin. Cette chef est-elle dans cette pièce? Le trio de jazz termine sa chanson. Personne n'applaudit. Le silence se propage depuis la table centrale vers l'extérieur comme une tache sur une nappe blanche. Gérald ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau. C'est un malentendu. Marcus se lève lentement. Il boutonne sa veste d'une main. Un geste petit, délibéré, qui commande la pièce plus que la voix de Gérald ne le pourrait jamais. Un malentendu. Il le répète comme s'il goûtait quelque chose de pourri. Votre dossier de présentation, page 4, liste Sienna Enright comme copropriétaire avec 40% des parts. Votre dépôt de SARL la liste avec 0%. Votre dossier dit quel est votre associé. Ce soir, vous lui avez dit de rester dans la cuisine pendant que votre autre fille, qui ne peut pas identifier la race du canard sur le menu, me présente l'entreprise. Le cou de Gérald devient rouge au-dessus de son col. Marcus, discutons de cela en privé. Nous en discutons juste ici. Marcus plonge la main dans la poche de sa veste. Il sort l'enveloppe de couleur crème. Il ouvre le rabat. Il en sort un chèque et le brandit. La salle à manger devient d'un silence de mort. 80 personnes peuvent voir le chiffre.
5 millions de dollars écrits à l'encre bleue sur du papier épais. Marcus le regarde pendant 3 secondes. Puis il l'attrape à 2 mains et le déchire par le milieu. Il déchire à nouveau chaque moitié. Il place les 4 morceaux sur la nappe blanche à côté de la flûte de champagne intacte de blé. Je ne finance pas d'entreprise fondée sur la tromperie. Je suis venu ici pour Sienna Enright. Elle est partie. Mon argent aussi. Il prend son téléphone. Il repousse sa chaise. Il traverse la salle à manger vers la sortie, passant devant 80 clients qui ne mangent plus. Une blogueuse culinaire à la table 9 est déjà en train de taper sur son téléphone. Le membre du conseil municipal à la table 3 a sa serviette pressée sur sa bouche. Le partenaire de golf de Gérald près de la fenêtre fixe le chèque déchiré comme s'il s'agissait d'un accident de voiture. Blé n'a pas bougé. Sa flûte de champagne est toujours levée à mi-hauteur. Sa bouche est ouverte. Aucun son ne sort. Marcus pousse la porte d'entrée. Elle se ferme derrière lui avec un léger clic. Pendant 10 secondes, personne ne bouge dans cette salle à manger. Puis tout se passe en même temps. Gérald attrape les morceaux déchirés du chèque et essaie de les assembler comme un enfant avec un puzzle, comme s'il pouvait faire réexister 5 millions de dollars avec des mains tremblantes. La flûte de champagne de blé s'incline. Elle ne s'en rend compte que lorsque le vin coule sur sa robe rouge. Elle la pose et sa lèvre inférieure commence à trembler. Pas de culpabilité, mais de la réalisation soudaine et écœurante que 80 personnes viennent de la voir publiquement exposée comme une usurpatrice. Tommy s'avance depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Il se tient là depuis que Marcus a commencé à parler, les bras ballants, le torchon toujours sur l'épaule. J'ai fini ici, monsieur Enright, et 3 des cuisiniers à la chaîne partent avec moi. Nous avions signé pour la chef Enright. Elle est partie, et nous aussi. Gérald lève les yeux du chèque déchiré. Vous ne pouvez pas simplement partir. Nous avons un service. Vous n'avez pas de service. Vous n'avez pas de chef exécutive. Vous n'avez pas de sous-chef. Et dans environ 30 secondes, vous n'aurez plus non plus de chef de partie sauté ou de garde-manger. Tommy passe son tablier par-dessus sa tête et le jette sur la table la plus proche. Nous sommes venus ici pour Sienna, pas pour ça. Il retourne dans la cuisine. 2 cuisiniers le suivent. Les portes de la cuisine se referment. Gérald reste seul à la table centrale. Les morceaux d'un chèque de 5 millions de dollars éparpillés devant lui. Sa femme assise 3 chaises plus loin, fixant son assiette. Sa fille cadette tamponnant du champagne sur une robe rouge avec une serviette. La moitié de sa brigade de cuisine sortant par la porte de derrière. La blogueuse culinaire de la table 9 publie son article avant même que les premiers clients ne commencent à chercher leur manteau. C'est à ce moment-là que tout ce que mon père a construit sur des mensonges s'est effondré. Et je n'étais même pas dans la pièce. J'étais assise dans ma voiture sur le parking d'une station-service, en train de manger un sandwich à la dinde dans une boîte en plastique triangulaire et de sentir, pour la première fois en 14 mois, que je pouvais enfin respirer. Si vous vous êtes déjà éloigné de quelque chose qui vous étouffait à petit feu, vous savez que ce sandwich avait meilleur goût que tout ce que j'ai jamais cuisiné. Restez avec moi, car les retombées ne faisaient que commencer. Je me réveille à 6 heures du matin par habitude. Pendant 14 mois, 6 heures signifiait conduire au restaurant, vérifier les livraisons de produits frais, goûter les bouillons préparés la nuit. Ce matin, 6 heures signifie être allongé dans un appartement en location à fixer un plafond avec une tache d'humidité en forme de Rhode Island. Mon téléphone est éteint depuis hier soir. Je l'allume. 14 appels en absence de papa. 3 de maman. 1 de blé. 7 textos de Tommy. Les textos de Tommy racontent l'histoire dans l'ordre chronologique inverse. Le dernier envoyé à 1 heure du matin, « J'espère que vous allez bien, chef. Appelez quand vous serez prête. » Le premier envoyé à 20h40, « Marcus est parti. Chèque déchiré devant tout le monde. Votre père perd la tête. La moitié de la cuisine est partie. C'est fini. Je le lis 2 fois. Je repose le téléphone. À midi, la nouvelle s'est répandue dans Milaven comme un feu de friteuse. Le post de la blogueuse culinaire a 400 partages. Le groupe Facebook local débat déjà de qui est responsable. Quelqu'un de la chambre de commerce appelle le bureau de Gérald et laisse un message vocal demandant des éclaircissements sur la situation de l'investisseur.
Gérald m'appelle pour la 15e fois. Je ne réponds pas. Le calcul est simple. Gérald a signé un bail de 10 ans sur l'espace de l'usine, 12 000 $ par mois. Il a contracté un prêt d'équipement de 400 000 $ pour l'aménagement de la cuisine. Il a embauché 22 employés, qui doivent tous maintenant être payés ou licenciés, et sa seule source de capitaux externes vient de se déchirer en 4 morceaux et de sortir par la porte d'entrée. Sans chef exécutif, le menu que j'ai conçu est irréalisable. Sans l'investissement de Marcus, la marge de manœuvre opérationnelle se compte en semaines. Sans sa réputation, qui est désormais publiquement associée à la fraude, aucun autre investisseur ne le touchera. Le restaurant qui a mis 14 mois à se construire a environ 14 jours à vivre. Gérald se présente à mon appartement un mercredi après-midi. Je sais que c'est lui parce qu'il frappe comme il l'a toujours fait. 3 coups secs, une pause, puis 2 autres. Le coupement de quelqu'un qui s'attend à ce que les portes s'ouvrent. Je l'ouvre. Il a l'air 10 ans plus vieux que la semaine dernière. Sa chemise est froissée. Ses yeux sont rouges sur les bords. Il tient un dossier Kraft. Je peux entrer? Dis ce que tu es venu dire. Il reste dans le couloir, le dossier contre sa poitrine. Sa voix se brise sur le premier mot. J'ai besoin que tu reviennes. Je vais corriger la SARL. Je vais te mettre à 50%. Je vais descendre blé à 10. Tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, reviens. Il y a 3 semaines, j'ai demandé les 40% que tu m'avais promis. Tu as dit que je n'avais pas besoin de mon nom sur un bout de papier. J'avais tort. Tu avais tort il y a 14 mois quand tu m'as appelé à Chicago avec un chiffre que tu n'as jamais eu l'intention d'honorer. Il regarde le dossier dans ses mains. J'ai apporté les documents de modification. Tout est prêt à être signé, là, tout de suite. Papa. Je m'appuie contre l'encadrement de la porte. Tu ne m'offres pas 50% parce que tu me respectes. Tu me les offres parce que ton restaurant ne peut pas survivre sans moi et tu le sais. Son menton s'abaisse. Le dossier s'abaisse. Tu n'as pas perdu une employée. Tu as perdu la seule raison pour laquelle quiconque voulait investir. J'essayais de protéger la famille. Tu essayais de protéger ton contrôle sur le restaurant, sur Blé, sur moi. Et quand j'ai cessé de te laisser me contrôler, tout s'est effondré. Il reste là pendant un long moment. La lumière du couloir bourdonne. La télévision d'un voisin se fait entendre à travers le mur. S'il te plaît, Sienna. Je ferme la porte doucement. De la manière dont on ferme quelque chose qu'on n'a pas l'intention d'ouvrir à nouveau. Tommy appelle ce soir-là. Chef, vous avez une minute? Je n'ai que des minutes en ce moment, Tommy. Il rit. Un rire court, fatigué. Nous sommes 4 à être partis ce soir-là. Moi, Ray, Daniel du garde-manger et Marco de la pâtisserie. Les 3 autres sont toujours techniquement employés, mais Gérald n'a payé personne depuis le soir de l'ouverture. Je pense qu'il espère que les gens arrêtent simplement de venir pour qu'il n'ait pas à les virer. Ça lui ressemble bien. Écoutez, j'appelle parce que nous avons discuté tous les 4. Nous sommes partis à cause de vous. Vous nous avez embauchés. Vous nous avez formés. Vous êtes la raison pour laquelle chacun d'entre nous est meilleur dans ce métier qu'il y a un an. Je m'assois sur mon canapé et je regarde le plafond. Le Rhode Island me dévisage. J'apprécie ça, Tommy. Plus que tu ne le crois. Alors, voici ma question. Avez-vous un plan? Parce que si vous ouvrez quelque chose, n'importe quoi, j'en suis. Daniel et Marco ont dit la même chose. J'y réfléchis. Il y a une semaine, j'avais une cuisine, une équipe, un menu et aucune part. Aujourd'hui, je n'ai pas de cuisine, pas de menu, pas de revenus, et une équipe de 4 personnes prêtes à me suivre dans tout ce qui viendra ensuite. Je n'ai pas encore de plan. Mais je sais une chose. Laquelle? La prochaine fois, mon nom sera sur chaque document. La SARL, le bail, l'assurance, le menu, l'enseigne sur la porte d'entrée. Quand vous serez prête, appelez-moi. Tommy. Oui, chef. Merci de m'avoir parlé du formulaire d'assurance. Du dossier de présentation. D'être parti. Vous m'avez donné ma première vraie chance dans une cuisine. Je n'allais pas regarder quelqu'un d'autre s'approprier la vôtre.
Il raccroche. Je reste assise en silence pendant un moment. Puis je sors un bloc-notes du tiroir de la cuisine et je commence à écrire. Le restaurant de Gérald ouvre 3 jours après le désastre de l'inauguration. Il embauche un chef remplaçant, un cuisinier à la chaîne d'une franchise de steakhouse située à 2 villes de là, la seule personne prête à accepter le poste au pied levé. Les critiques commencent à apparaître dans la semaine. J'ai commandé le magret de canard. Il est arrivé trop cuit et baignant dans une sauce qui avait le goût du sirop pour la toux. Ce n'est pas le restaurant qu'ils avaient promis. 2 étoiles. Le menu indique de la ferme à la table. La purée de panais avait le goût de venir d'une boîte de conserve. Où est le chef de la présentation? 1 étoile. Je m'attendais à une qualité Michelin en me basant sur la présentation aux investisseurs qui a circulé en ligne. J'ai eu du Applebee's avec un meilleur éclairage. 1 étoile. La blogueuse culinaire qui a couvert la grande ouverture écrit un article de suivi. Elle compare le dossier de présentation, que quelqu'un lui a fait fuiter, à la réalité actuelle. Elle publie des photos côte à côte, les assiettes de la cuisine test de Siena contre ce qui est servi maintenant. L'article devient semi-viral dans les cercles gastronomiques régionaux. Le gros titre, la chef qu'ils ont effacée. Dès la 3e semaine, Gérald ne parvient pas à remplir plus de 12 sièges un samedi soir. Les serveurs commencent à démissionner parce que les pourboires ne couvrent pas l'essence. Le ramasseur de champignons de Pinolo arrête de faire des livraisons parce que 2 factures sont restées impayées. Gérald manque le 3e mois de loyer. Le propriétaire envoie une mise en demeure officielle. La société de prêt d'équipement appelle au sujet d'un paiement manqué sur l'aménagement de la cuisine à 400 000 $. Blé supprime le compte Instagram du restaurant après que la section des commentaires soit devenue un mur de variations sur le même thème, vous n'êtes même pas une vraie chef. Elle arrête complètement de venir au restaurant. Elle arrête de répondre aux appels de Gérald. 6 semaines après la soirée d'ouverture, Gérald verrouille la porte d'entrée de la table des Enright pour la dernière fois. La banderole de grande ouverture est toujours suspendue au-dessus de l'entrée. Personne ne l'enlève. Blé m'envoie un texto un mardi soir, 8 semaines après mon départ. Le premier message arrive à 23h14. Assez tard pour suggérer qu'elle a fixé son téléphone pendant des heures. Assez tôt pour faire croire que c'est spontané. C'est de ta faute. Tu aurais pu simplement rester et on irait tous très bien. Je le lis assise à la table de ma cuisine, en train de manger des restes de pâtes d'une casserole que j'ai cuisinée sur une cuisinière à 2 feux dans un appartement qui coûte 600 $ par mois. Je pose le téléphone et je prends une autre bouchée. Le deuxième message arrive 4 minutes plus tard. Maman pleure tous les jours. Papa n'arrive pas à dormir. Il vend la maison. Tu es contente maintenant? Je mâche. J'y réfléchis. Je pense au dépôt de la SARL daté de 6 mois avant que je ne le trouve. Je pense à Blé debout dans la salle à manger disant ma vision. Je pense à Gérald me disant de rester dans la cuisine. Je pense au tableau des badges nominatifs avec mon nom classé sous personnel de cuisine. Je prends le téléphone et je tape un seul message. Je le lis 3 fois avant de l'envoyer. Je n'ai pas déchiré ce chèque. Je n'ai pas écrit ce dossier de présentation. Je n'ai pas retiré mon nom de la SARL. Toi et papa avez fait tout ça. J'ai juste dit la vérité. J'appuie sur envoyer. Je finis mes pâtes. Je lave la casserole. Blé ne répond pas. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Plus jamais. La conversation reste dans mon téléphone comme un livre fermé. Ces accusations d'un côté, 3 phrases de fait de l'autre. Je ne l'efface pas. Un jour, si elle me demande pourquoi je suis parti, je veux pouvoir faire défiler vers le haut et lui montrer. J'ai déjà répondu à cette question une fois, clairement. Et puis je suis retourné dîner. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de tout maintenir en un seul morceau. Maman m'appelle 2 mois plus tard. C'est un dimanche matin. J'ai failli ne pas répondre parce que les dimanches matins signifiaient que Gérald voulait transmettre quelque chose par l'intermédiaire de Judith pour éviter de demander directement, mais quelque chose en moi décroche quand même. Salut, maman. Salut, chérie. Sa voix sonne différemment, plus faible, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des semaines et l'avait enfin relâchée. Comment vas-tu? Je me débrouille. Ton père et moi avons emménagé dans un appartement sur Elm Street.
C'est petit, 2 chambres. Il ne va pas bien. Je suis désolé de l'entendre. Une longue pause. Je l'entends respirer. Puis, Sienna, je n'ai pas appelé pour te demander de revenir. J'ai appelé pour te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. J'attends. Je savais. Je savais depuis le début pour la SARL, pour Blé, pour le dossier de présentation, et je t'ai dit que ce n'était que de la paperasse. Je t'ai dit de ne pas faire de scandale. Elle fait une pause. J'avais tort. J'avais tellement peur de la réaction de ton père que j'ai choisi son confort plutôt que ton avenir. Et je suis désolé. Mes yeux piquent. Je presse le téléphone fort contre mon oreille. Merci de dire ça, maman. Peux-tu me pardonner? Je ne sais pas encore. Je t'aime. Vraiment. Mais j'avais besoin que tu te tiennes à mes côtés quand c'était important, pas que tu m'appelles 2 mois plus tard pour t'excuser à une distance de sécurité. Elle pleure doucement. Je la laisse faire. Si tu me veux dans ta vie, maman, j'ai besoin d'une chose. Arrête de me dire de garder la paix. Une paix construite sur le fait d'avaler ce qui est injuste n'est pas la paix. Ce n'est que du silence. D'accord. Je suis sérieuse. Je sais que tu le es. Nous parlons pendant encore 10 minutes de choses sans importance. Le temps, une recette qu'elle a vue à la télévision, le chat de son nouveau voisin. Des choses normales. C'est un début, un petit début, mais c'est réel. Voici ce qui arrive à Gérald Enright dans les 4 mois qui suivent la fermeture de son restaurant. Le propriétaire le poursuit en justice pour rupture du bail de 10 ans. L'avocat de Gérald négocie un règlement. Il paie 18 mois de loyer à titre de pénalité, ce qui anéantit la majeure partie de ses économies restantes. La société de prêt d'équipement saisit l'aménagement de la cuisine, la cuisinière que j'ai sélectionnée, la chambre froide que j'ai organisée, les comptoirs de préparation que j'ai choisis. Ils envoient un camion un mardi après-midi et dépouillent la cuisine jusqu'au mur nu. Gérald met en vente la maison familiale, celle de Birchland où j'ai grandi, où maman épluchait les pommes de terre Vérel, où je leur ai parlé de l'école de cuisine, et où Gérald a dit que je gâchais ma vie. Elle se vend en 3 semaines pour moins que le prix demandé parce que les nouvelles vont vite dans une ville de 12 000 habitants, et personne ne veut acheter une maison à l'homme dont l'investisseur a déchiré un chèque le soir de l'ouverture. Il déménage dans un appartement de 2 chambres sur Elm Street. Judith trouve un emploi à temps partiel à la bibliothèque, son premier emploi en 35 ans de mariage. Gérald reste assis dans l'appartement, regarde les chaînes d'information en continu et ne parle pas beaucoup. Blé retourne vivre en ville. Elle met à jour son LinkedIn, retire cofondatrice et le remplace par consultante marketing indépendante. Dans le milieu des affaires locales, son nom est définitivement attaché à l'expression celle qui prétendait être la chef. Elle ne rend pas visite à Gérald. La chambre de commerce retire Gérald de son annuaire. Ses partenaires de golf arrêtent de l'inviter au départ du samedi matin. Le commissaire du comté dont la photo est accrochée dans le bureau ne rappelle jamais. J'entends tout cela de seconde main par Tommy, par maman, par la rumeur de Milaven qui bourdonne plus fort que n'importe quel ventilateur d'extraction de cuisine. Je ne me réjouis de rien de tout cela. Je ne jubile pas. Je me sens juste fatigué et un peu triste, et prête à construire quelque chose de nouveau. 3 mois après la soirée d'ouverture, mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. L'indicatif régional vient d'un autre état. Sienna, c'est Marcus Aldridge. Je me tiens dans la cuisine de mon appartement, en train de hacher des oignons sur une planche à découper qui tient à peine sur le comptoir. Je pose le couteau. Monsieur Aldridge, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. J'ai fait quelques vérifications. J'ai parlé avec des contacts de la scène gastronomique de Chicago. Votre ancien chef exécutif au restaurant étoilé m'a dit que vous étiez la meilleure sous-chef avec laquelle il ait jamais travaillé. Il a dit que vous perdre était la pire décision de recrutement qu'il n'ait pas eu à prendre. C'est généreux de sa part. C'est exact. Il fait une pause. Je l'entends bouger sur sa chaise. Je vais être direct. Je veux toujours investir dans un restaurant, mais je n'investis pas dans une entreprise familiale, ni dans une marque, ni dans une SARL que je n'ai pas vérifiée. J'investis dans une chef. J'essuie les larmes dues aux oignons avec le dos de mon poignet. Je vous écoute. Je financerai l'aménagement et la première année d'exploitation.
Vous possédez 60%, le contrôle créatif et opérationnel total. Mon implication se limite au capital et au conseil. Je ne touche pas au menu, aux embauches ou à la gestion quotidienne. Tout sur papier, tout passé en revue par votre avocat avant que vous ne signiez la moindre page. Mon avocat. Votre avocat. Pas celui de votre père. Pas un ami de la famille. Le vôtre. Je m'appuie contre le comptoir. Les oignons commencent à s'oxyder. Je m'en fiche. J'ai besoin d'une semaine pour y réfléchir. Prenez en deux. Ce n'est pas le genre de décision qu'on précipite. Monsieur Aldridge. Marcus. Marcus. Quand vous êtes venu à Milaven, vous êtes venu pour moi, pas pour le plan d'affaires. Sienna, j'ai lu 1000 plans d'affaires. J'ai goûté un seul confit de canard auquel je pense encore 2 ans plus tard. C'est pour ça que j'ai pris l'avion. Je reprends le couteau. Je finis les oignons. Et pour la première fois depuis des mois, je souris en cuisinant. 8 mois plus tard, j'ouvre un restaurant. Ce n'est pas à Milaven. C'est à 20 miles au sud, dans une ferme reconvertie à l'extérieur de Grafton. Une ville encore plus petite où la rue principale abrite une librairie, une quincaillerie, et maintenant un restaurant gastronomique de 40 couverts avec une cuisine ouverte et une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte. L'enseigne indique la table de Sienna, pas des Enright, pas un nom de famille. Le mien. Tommy est sous-chef. Daniel gère le garde-manger. Marco s'occupe de la pâtisserie. La même équipe qui a quitté la cuisine de Gérald le soir de l'ouverture entre maintenant dans la mienne tous les matins à 7 heures. La SARL est déposée à mon nom, 60%. Marcus en détient 40%. Chaque document est examiné par une avocate que j'ai engagée, une femme nommée Patricia Reeves de Grafton, qui facture $200 de l'heure et lit chaque clause à voix haute avant que je ne signe. Mon nom est sur le bail, sur la police d'assurance, sur le permis du service de santé. Sur le menu, imprimé en bas en petites lettres italiques, chef Sienna Enright. Semaine d'ouverture. Chaque place est réservée. Le journal local publie un portrait. La blogueuse culinaire qui a couvert le désastre de Gérald fait le déplacement et écrit une critique intitulée « Ça vaut le détour ». Elle nous donne 4 étoiles et écrit une phrase que j'encadre et que j'accroche dans la cuisine, voilà ce qui arrive quand la bonne personne est enfin aux commandes. Marcus assiste à la préouverture. Il s'assoit au comptoir du chef et commande le magret de canard. Quand il arrive, il prend une bouchée, pose sa fourchette et me regarde à travers la fenêtre du passe-plat. Il fait un seul signe de tête. C'est tout. Pas de discours, pas de chèque agité en l'air. Juste un homme qui a fait un pari sur une chef et une assiette de nourriture qui prouve qu'il avait raison. Je lui rends son signe de tête. Puis j'annonce la commande suivante. Gérald m'envoie un texto un jeudi. 4 mots, en français, j'avais tort. Je suis désolé. Pas d'excuses. Pas de laisse-moi t'expliquer. Pas de j'essayais de protéger la famille. Juste l'aveu. Nuit et tardif, affiché sur l'écran de mon téléphone pendant que je me prépare pour le service du soir. Je le lis. Je ne réponds pas. Pas parce que je le punis, mais parce que je ne suis pas prête. On ne peut pas précipiter la volonté de pardonner en envoyant quelques mots à quelqu'un à qui on a menti pendant 14 mois. Le dimanche suivant, je retrouve maman dans un café à Grafton. Terrain neutre. Pas son appartement, pas la maison de Birchland qui ne leur appartient plus. Un endroit sans histoire. Elle a l'air plus petite que dans mes souvenirs. Elle commande un thé. Je commande un café. Ton père demande de tes nouvelles tous les jours. Je sais. Il regarde le site web du restaurant. Il lit les critiques. Je sais ça aussi. Elle pose sa tasse. Peux-tu lui pardonner? J'y réfléchis. J'y réfléchis vraiment. Pas le bien sûr automatique que la famille vous conditionne à produire. Je ne sais pas encore, mais je me suis pardonné à moi-même. De quoi? De l'avoir cru pendant 14 mois, d'avoir ignoré les signes. De vouloir tellement son approbation que je lui ai remis ma carrière et lui ai fait confiance pour qu'il y mette mon nom. Elle tend le bras de l'autre côté de la table. Je la laisse prendre ma main. Si tu veux me voir, maman, je suis là. Mais je ne m'assiérai pas à une table où l'on s'attend à ce que je prétende que tout va bien alors que ce n'est pas le cas.
Et si Blé veut parler, elle peut faire le premier pas elle-même avec autre chose que des reproches. Maman hoche la tête. Elle me serre la main. Le pardon n'est pas une porte que je ferme. C'est une porte que j'ouvre quand je suis prête. Et je ne suis pas encore prête. Nous finissons nos boissons. Elle me parle de la bibliothèque. Je lui parle de la saison des girolles. C'est comme respirer. 5h45. La cuisine est plongée dans le noir, à l'exception de la lumière de la haute au-dessus de la cuisinière. J'arrive avant tout le monde parce que c'est mon moment préféré de la journée, les 15 minutes où la cuisine n'appartient qu'à moi. J'accroche mon sac au crochet près de la porte de derrière. Même emplacement de crochet que dans l'ancien restaurant, mais cette porte est la mienne. Ce bâtiment est le mien. Ce silence est le mien. Je plonge la main dans le sac et j'en sors mon tablier. L'ancien, celui de Chicago avec Essenwright brodé sur la poitrine. Le lettrage est plus effiloché maintenant. Le tissu est plus fin. Il y a une marque de brûlure près de l'ourlet causée par une poêle qui s'est retournée lors de mon 3e jour à New York il y a 11 ans. Je le noue, j'ajuste les bretelles, je regarde mon nom. Je me souviens d'avoir plié ce tablier sur le comptoir de préparation du restaurant de Gérald. Je me souviens d'avoir franchi la porte de derrière pour respirer l'air d'octobre qui sentait le feu de bois. Je me souviens d'un sandwich de station-service qui avait le goût de la liberté, d'un SMS de 43 mots et d'un chèque déchiré en 4 morceaux dans une pièce pleine d'inconnus. Je pensais que partir, c'était perdre, que quitter la cuisine signifiait abandonner tout ce que j'avais construit. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que ce que j'avais construit m'avait suivi en franchissant cette porte. Le menu, les compétences, la réputation, l'équipe. Rien de tout cela n'appartenait au bâtiment. Cela m'appartenait. La porte de derrière s'ouvre. Tommy entre. Café à la main, tablier déjà noué. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Il sourit. Je souris. Il se dirige vers sa station. J'allume la cuisinière. 40 places. Mon nom sur la porte. Mon nom sur le bail. Mon nom sur absolument chaque document. Je m'appelle Sienna Enright. J'ai 31 ans. Et chaque centimètre de tout cela, c'est moi qui l'ai construit. Je le possède. Et personne ne peut me l'enlever.